trop embrasse mal être, veut dire tout simplement, qui entreprend beaucoup de choses à la fois, n'en réussira aucune. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois dans votre émission, laquelle des émissions, toujours cette bien sûr opportunité de recevoir pour vous les figures prépondérantes, questions pour nous, toujours de décortiquer les questions qui taraudent l'opinion publique. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul aujourd'hui sur ce plateau, je suis accompagné de mon co-présentateur, mon confrère qui s'appelle Roger Chioyi, à qui je m'avais dit bonjour monsieur Roger Chioyi. Oui, bonjour Mobilolo. Je pense que vous allez très bien. Ah oui, Dieu nous fait vraiment grâce. Très bien. Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, vous allez comprendre que nous avons des thématiques, bien sûr, qui font couler beaucoup d'encre et de salive. C'est avec notre invité habilité que nous allons devoir, bien sûr, éplucher et pas mal de choses pour enfin vous mettre au parfum de tout ce qui se passe. Donc, bien évidemment, nous allons parler d'abord de la gestion du ministère de la Santé publique, du temps des splendeurs de M. Eteni Longondo, qui était bien sûr ministre honoraire de cet énormissime ministère de la Santé publique. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent qu'il a écumé l'argent alloué au COVID, pour le Covid-19. Les autres, bien sûr, parlent plutôt des surfacturations dans différentes opérations d'achat de matériel et de produits, toujours pour lutter contre ces fléaux qui a frappé tout le monde entier. Bien évidemment, nous allons effleurer sur la diplomatie du chef de l'État face à l'insécurité qui gangrenne l'Est de notre pays. Et pour chuter, nous allons parler du processus électoral, vu que nous tendons déjà à la date butoir des élections et surtout que le chef de l'État tient mordicus, bien sûr, à organiser des élections transparentes, libres et crédibles. Alors, c'est avec notre invité à qui je m'avais dire chaleureusement bonjour, monsieur Eteni Longondo. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, merci. Je rappelle que vous fûtes secrétaire général adjoint chargé des questions économiques et financières au sein de l'UDPS et puis vous êtes ministre honoraire de la santé publique. Voilà, de prime abord, avant d'entrer dans le vif sujet du jour, j'aimerais vous poser une petite question, de savoir comment d'abord se porte la santé de votre parti politique qui est l'UDPS. La santé de notre parti politique se porte très bien. D'ailleurs, jeudi le 25, je crois, nous commençons avec comment ça s'appelle on va se rencontrer. Okay. Donc, un congrès, voilà, Congrès, je m'excuse. Nous allons commencer avec notre congrès pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle de la fin de cette année. Donc, nous allons passer ce congrès, ça va prendre 2 jours, donc 48 heures. Et nous pensons déjà que nous avons un candidat en tête. C'est celui qui nous a représentés pendant ce mandat. Et je crois qu'avec l'unanimité, nous allons le reconduire. Mais apparemment, vous avez déjà, vous étiez plutôt acquissante, ou si je ne me trompe pas. Oui, acquissante, c'était... Oui, c'est pas une session, quelque chose comme ça. C'était juste une rencontre pour essayer d'arranger l'organisation de notre parti du point de vue administratif, parce que jusque-là, on n'avait pas quelqu'un, depuis le départ de M. Kabound, on n'avait pas quelqu'un qui représentait le parti. Il y avait un secrétaire général, bien sûr, mais qui n'était pas doté de tout le pouvoir pour représenter le parti. Et à Kissante, nous sommes allés pour lui donner ces pouvoirs-là. Vous voyez, l'UDP, c'est un parti de démocrates, hein. C'est-à-dire il fallait que la démocratie joue, c'est-à-dire que les gens puissent délibérément voter pour que notre secrétaire actuel, celui qui engage le parti, Augustin Kabouya, puisse avoir le plein pouvoir pour engager ce parti, donc gérer ce parti. Mais la question de la désignation de votre candidat à la présidentielle prochaine n'a pas été débattue ? C'était débattu. Comme je l'ai dit à l'unanimité, tout le monde disait que
que c'était le président actuel qui devrait être reconduit. Mais malheureusement, ce n'était pas un congrès. Parce que selon la loi électorale, il faudrait que le candidat président puisse être voté par un congrès d'un parti politique. Et c'est ce que nous allons le faire. Et nous allons aller déposer sa candidature, je crois, le mois prochain. Très bien. Là, c'était juste une parenthèse, bien sûr. Nous allons entrer maintenant dans les yeux privés, vif plutôt sujet, bien sûr, du jour. Docteur, vous avez été écroué pour en présumer du détournement des fonds alloués à la lutte contre le Covid, bien sûr, 19, mais vous avez clamé votre innocence et après, vous avez été, bien sûr, libéré provisoirement pour enfin être acquitté, mais les langues se sont déliées presque de partout, disant que pourquoi il a été libéré alors qu'il y avait des indices de la part de l'UGF exhibant que vous avez été culpabilisé, je peux dire comme ça, bien sûr. Alors, les gens se posent des questions. Vous avez été libéré parce que vous faites partie du parti au pouvoir ou parce que notre justice est déjà en voie de paupérisation, comme le disent les autres? Merci pour la question, d'abord. Ce que je voudrais dire ici, c'est que l'UGF ne constitue pas la justice. L'UGF envoie ses observations à la justice. Et c'est quitte à la justice d'analyser ces observations et de voir si elles sont fondées ou pas. Oui. Et dans mon cas, la justice a trouvé que ces observations de l'UGF n'étaient pas fondées. Et malheureusement, l'UGF, n'est-ce pas, c'est que je reproche à cette institution, c'est qu'il y avait trop de sentiments. Et cette institution, moi, je crois qu'on m'a donné travailler pour le compte de nos adversaires. Bon, maintenant, on peut dire que voilà, tout le monde applaudit les chefs de l'État parce qu'ils n'ont plus rien à faire, n'est-ce pas? Ils n'ont plus rien à gagner ailleurs. C'est pourquoi tout le monde applaudit les chefs de l'État. Il y a des gens qui viennent avec des agendas cachés, des soirs comme ça, Fachi, béton, mais ils ne savent pas d'où nous venons. Moi, je suis de l'UDPS et je suis parmi les gens qui appliquent la vision de notre mentor, le feu Étienne Tshisekedi. Et j'ai travaillé dans un gouvernement avec mes collègues, bien sûr, qui était très difficile pendant la période de FCC Cash. N'est-ce pas? C'était un gouvernement très difficile, le gouvernement Ilou Kamba, comme je l'ai dit, tout simplement parce que on n'était pas considéré. Si le chef de l'État est arrivé à dissoudre ces mariages-là entre Cash et FCC, c'est parce que le comportement des agents de nos partenaires du FCC n'était pas honnête, c'est-à-dire n'était pas sincère. Pourquoi? Parce que, comment voulez-vous, monsieur le journaliste, vous êtes tous des ministres, vous faites un conseil de ministres un vendredi, vous prenez des décisions, le même vendredi la nuit ou le samedi, c'est un autre conseil des ministres privé de FCC Cash pour analyser les décisions que nous avons prises, et donner des orientations à leurs ministres pour dire voilà, telle ou telle autre décision, il ne faut pas l'appliquer. Et pourtant, c'est le président de la République qui a entériné cette décision-là, parce que lui, il participe toujours au Conseil des ministres. Alors, moi, qui l'accompagne comme membre de l'UDPS, venant du même parti que le président de la République, je ne pouvais que le défendre. Je ne pouvais que le défendre, tout simplement,
Parce que je ne voudrais pas que notre pouvoir puisse échouer. Et moi, je me battais pour défendre cela. D'abord le président lui-même et la vision de notre parti. Et je le faisais dans nos commissions, parce qu'en dehors du Conseil des ministres, nous tenions d'autres réunions de commissions qui étaient parfois pilotées par... ma commission était pilotée par un ministre de FCC. Mais dans ces commissions-là, vous sentez qu'on ne vous considère pas, voire même le président de la République. Et moi, je ne pouvais pas rester calme. Je ne pouvais pas tolérer ça. Et moi, j'agissais toujours. Je prenais la parole, et je défendais notre pouvoir, je défendais le pays. Et c'est comme ça que moi, j'étais indexé comme ministre très proche du président de la République, parce que eux, dans leur stratégie, c'était de faire échouer le président de la République pour qu'en 2023 ou en 2028, qu'il puisse reprendre le pouvoir. Et c'était ça. Mais avant de donner la parole à mon confrère Roger Tchiwe, je vous ai suivi quelque part, vous disiez que l'UGF a eu à faire l'audit avec vous, il n'y avait pas d'indice de culpabilité, mais après un certain moment, je me suis joué la linguette, il y a une conférence pour... Je vais arriver. Je commence d'abord par vous faire voir comment ce complot était boutiqué. Ok. Alors, mes collègues ministres du FCC me trouvant gênant, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à comploter, parce que ce que je vous dis, c'est vérifiable. Un jour, il y avait un ministre chez moi, à la maison, qui est venu me voir. On l'appelle par un autre ministre, tout ça, où il parlait en Swahili. Et puis, bien avant la Covid. Et ils ont parlé en Swahili. Et puis après, quand ils ont fini de parler, ce ministre-là me dit, qu'est-ce que tu as fait aux gens, à nos partenaires de FCC? Moi, je dis rien du tout, mais il vient de m'appeler ici pour dire, voilà, il te cherche pour te coffrer. Et ça, c'est un témoignage. Je ne peux pas citer le nom de ce ministre ici. Il te cherche il ne jure que par ton nom pour te coffrer. Moi, je dis, bon, je suis en train de travailler pour mon pays. S'ils veulent me coffrer, bon, on verra. Et puis, deuxième témoignage, c'est le témoignage de notre ministre des Affaires étrangères, Maman Toumba, si vous la connaissez à l'époque, qui a surpris le ministre de FCC en train de comploter pour qu'on puisse m'arrêter. Et ça, je cite son nom parce que c'est elle qui m'a donné cette information. Et ça, c'est bien avant la Covid. Et la Covid est arrivée, il y a eu un complot entre le gouvernement FCC, le ministre de FCC, le Parlement, les députés de FCC et les membres de l'UGF pour me faire couler et à travers moi faire aussi donner la honte au pouvoir. Parce que c'était quoi? C'était dit, voilà, l'UDPS a combattu, mais voilà comment les membres de l'UDPS commencent eux-mêmes à voler. C'était ça. Et si vous me posez cette question, c'est ce que vous avez en tête. Parce que quand vous dites que voilà, c'est l'UDPS qui vous a fait sortir ou bien c'est le président de la République, non. Je me suis battu seul parce que j'étais accusé en tant qu'individu. Alors, maintenant, donc, dans ce complot-là, ils ont envoyé mon vice-ministre pour publier des faussetés. Vous êtes journaliste qui et vous savez. Du FCC. Le vice-ministre qui était du FCC, okay, pour publier des faussetés. Et c'est ce qui a fait que, parce que le vice-ministre a publié, il a dit j'avais des appartements, j'avais des maisons, et pourtant, depuis que moi je suis parmi les ministres qui n'ont rien acheté, étant ministre pendant cette période-là. Moi, je n'ai rien acheté comme maison, je n'ai rien acheté comme quoi que ce soit. Alors, maintenant, l'UGF a saisi cette opportunité-là, même le Parlement, parce que j'étais attaqué et par l'UGF et par le gouvernement, les gens ne le savent pas, et par le Parlement.
Au niveau du Parlement, on m'a convoqué à plusieurs reprises, ils ont trouvé mon dossier vide, il n'y avait rien du tout. Comment voulez-vous un parlementaire, n'est-ce pas? On vous dit par exemple que le docteur Eteni a pris 83 000 dollars, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, les 83 000 dollars, je m'excuse, c'était destiné à l'achat des médicaments. Et la pharmacie existe bel et bien sur l'avenue du Commerce, n'est-ce pas, vers, je crois, Flambeau, là-bas. Et l'adresse était indiquée sur la facture. Et l'UGF dit, à l'adresse là, sur la facture, on n'a pas trouvé la pharmacie. Donc Eteni a pris cet argent à 83 000 dollars. Mais monsieur le journaliste, la pharmacie existe bel et bien à cette adresse-là. Je suis allé au Parlement, on m'a convoqué pour ça, et puis le Parlement a trouvé qu'il n'y avait rien, c'était de la farce. Et M. Mbosso, à l'époque, avait écrit au magistrat que voilà, on ne peut pas livrer Dr Eteni, parce que docteur, on a trouvé qu'il n'a rien fait, et ce n'est pas lui qui achète. Et que toutes ces accusations-là ne tiennent pas. Comment voulez-vous, moi, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a gonflé, parce que vous avez parlé de gonfler, on a gonflé la facture. C'était un conseiller qui nous était amené par le FCC. Et bien avant, moi-même, j'ai dénoncé cela, n'est-ce pas, parce qu'il s'agissait de trois véhicules qu'il devrait acheter. Il est allé à la CFAO, il s'est entendu avec les agents de la CFAO. Au lieu de nous amener un proformant de 114 000, il nous a amené un proformant de 130 000. Donc il a gonflé la facture de 15 000 dollars. Et moi, heureusement, j'ai écrit à la CFAO et la CFAO m'a envoyé la vraie facture. Et j'ai dénoncé cette histoire à la justice. Et la justice a coffré ce monsieur-là, le conseiller qui nous était venu du FCC. Mais malheureusement, notre justice l'a libéré après quelques temps. Mais l'UGF revient encore sur cette question-là pour dire que c'est Dr Eteni qui a gonflé la facture. Voilà pourquoi le Parlement ne trouvait pas de raison pour me poursuivre. Le juge ne trouvait pas aussi de raison pour me poursuivre. Et c'est pourquoi j'étais acquitté. L'UDPS n'y est pour rien. Le président de la République n'y est pour rien. Ils n'ont pas intervenu. Est-ce que par là, on peut comprendre que l'UGF était des mèches avec ceux du FCC pour éclabousser votre nom et surtout vous éjecter de ces grands ministères? Je crois bien parce que je pense, n'est-ce pas, même si je ne peux pas être sûr à 100%, je pense parce que ce sont les gens qui ont travaillé pendant très longtemps avec le FCC. D'ailleurs, ce sont eux qui les ont nommés là-bas. Et certainement qu'il y a eu de choses boutiquées. Parce que même les administratifs, quand nous sommes arrivés au pouvoir, moi j'étais ministre, n'est-ce pas? Il y avait des administratifs qui avaient des accointances qui continuent à collaborer avec les anciens ministres de FCC. Et comment voulez-vous que vous êtes en train de diriger les gens et à un moment donné, on vous dit, voilà, il y a quelqu'un, un ministre de FCC qui vous appelle. Il dit, voilà, l'agent tel, vous voulez le punir, mais il faut savoir que c'est mon homme, tout ça, des histoires comme ça. C'était comme ça. Et c'était très difficile. Si vous voyez que le président de la République a dissous ce mariage-là, c'est avec raison. Parce que nous avons beaucoup souffert et on a passé plus de 2 ans comme ça sans travailler. Et maintenant que le travail commence, vous voyez ce que le président de la République est en train de faire maintenant. Donc, je vous dis, c'était un gouvernement difficile. Même l'IGF là, c'est maintenant, comme le FCC n'a plus de pouvoir, c'est maintenant que les gens commencent à suivre. Ils n'ont pas de choix. Ce service-là commence maintenant à suivre le chef de l'État. Tout ça commence à applaudir. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que nous avons fait pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Je vous dis, s'il y avait le FCC jusqu'à aujourd'hui, ça serait difficile pour nous.
ça aurait été difficile pour nous. Merci beaucoup, docteur. Je pense que vous avez eu à gérer ces ministères pendant une période très difficile qui n'est pas méconnaissable dans l'opinion où le monde entier faisait face à la pandémie de Covid-19. Alors, en vous entendre parler, vous indexez le FCC et certains membres de l'UGF qui voulaient vous défenêtrer. Alors, ma question est de savoir quelle a été la vraie raison de vous injecter. C'était pour quelle fin? La vraie raison de? Oui, donc de vous faire quitter le ministère de la Santé. Non, il n'y avait pas de raison. Nous sommes en politique. Je ne suis pas le seul ministre qui a quitté le gouvernement. N'est-ce pas? Il y avait d'autres ministres aussi. D'ailleurs, la plupart des ministres du DPS avaient quitté le gouvernement, tout simplement parce que nous sommes en politique et nous sommes en train de gérer un pays. Il y a des calculs politiques dont il faut tenir compte. Donc, si à un moment donné, les calculs politiques font que vous puissiez être là, vous serez là. Mais la politique est dynamique. À un moment donné, les calculs politiques, parce qu'il y a eu, dans l'Union sacrée, il y a eu beaucoup de gens qu'il fallait insérer dans beaucoup de partis politiques, qu'il fallait insérer dans le gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas et dans le cas des autres membres du gouvernement, de l'UDPS, même des autres aussi. C'est par rapport à ces 70 là qui ont fait que le chef de l'État ne puisse pas renouveler cette confiance en vous, en ça, et pour les autres ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont été à justice? Pourquoi on n'a pas renouvelé pour eux? Donc ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. C'était plutôt des calculs politiques pour que le pays puisse gagner. Parce qu'il fallait refaire le gouvernement de sorte pour inclure, n'est-ce pas, nos nouveaux partenaires de l'Union sacrée, pour qu'ils aient aussi des postes là-bas. Et moi, je ne crois pas, parce que cette affaire ici a commencé depuis très longtemps. Si le président de la République voulait me limoger à l'époque, il allait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Mais on a entendu plutôt la création de l'Union sacrée, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui enviaient aussi ce poste-là. Bon, le président, avec le calcul politique, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Très Donc, bien. c'est pas une carrière. Alors, docteur, vous parlez plus des membres du FCC, à l'époque dont vous faisiez partie des mêmes gouvernements, on peut le dire comme ça. Est-ce que c'est, si je peux appeler acharnement ou un combat contre vous, est-ce que certains de vos membres de votre famille politique, en vérifiant, vous n'aviez pas trouvé même aucun... Si. Il y a eu... J'ai des preuves, hein, parce que c'était d'ailleurs public. Il y a certains membres que moi je qualifierais d'infiltrés, n'est-ce pas, à l'UDPS, qui ont emboîté le pas aussi. Parce que nous étions dans une période où le FCC, je crois, a pénétré notre parti politique à travers des membres, des pseudo-membres, je dirais, de membres qui sont plutôt membres infiltrés pour prendre les informations et ramener au FCC. Et ce sont ces membres-là, n'est-ce pas, de l'UDPS, qui étaient dans le réseau, qui appuyaient le FCC. Et moi, ça m'a fait très mal. Il y en a qui ont été avec moi dans le passé, mais malheureusement qui m'ont aussi vilipendé. Mais c'est ça la politique, ce sont des coups. Et heureusement que Dieu est là et je suis lavé. Mais avec ce membre-là, je ne peux pas garder rancune. Nous sommes revenus ensemble, l'histoire est passée et nous travaillons ensemble pour le bien du parti et pour le bien de la République. Très bien. Je crois qu'on a tiré des leçons par rapport à ça. Alors docteur, pendant cette crise de la Covid-19, dont vous aviez fait face à des menaces, dont vous traitez ces gens-là, je ne sais moi, avec tous les termes, ça a vraiment suscité plusieurs interrogations au sein de l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez n'avoir pas fait pendant cette crise-là? Est-ce que vous vous tapez la poitrine de l'avoir bien géré?
Bon, monsieur le journaliste, je ne me tape pas la poitrine, n'est-ce pas? Mais ce que je vous dis ici, toute ma vie de médecin, en dehors de soins cliniques, toute ma carrière, je l'ai passée dans la gestion des crises de santé, c'est-à-dire des endémies et des épidémies. J'ai travaillé dans d'autres pays, plusieurs pays africains et aussi en Amérique du Sud, dans ce domaine-là. Et j'en ai l'expérience. Je crois que les gens parlent beaucoup de la Covid, mais quand j'étais nommé, je trouvais pratiquement 5 épidémies. Il y avait la rougeole, le choléra et d'autres épidémies. Et puis, la 6e, c'était la pandémie de Covid. J'ai commencé à travailler et toutes ces épidémies-là, y compris la Covid, je crois qu'on a eu des résultats. Il y a une institution américaine, parce qu'on n'a jamais été prophète chez soi. Il y a une institution américaine qui a publié mon nom, qui a parlé de Congo et a publié mon nom parmi les 50 personnes qui ont bien géré la Covid. J'ai le rapport là-bas avec mon effigie et cette institution m'a honoré. Mais malheureusement, c'est au Congo où je suis né, où je travaille, que les gens, avec la politique, n'est-ce pas, parce qu'on voulait faire partie de l'UDPS, c'est au Congo qu'on m'a beaucoup vilipendé, certaines personnes. Oui, oui. Et je peux, même à la fin de cette émission, je vais vous montrer cette brochure-là, avec mon effigie, pour dire que voilà, parmi les 50 personnes qui ont bien géré les épidémies, il y a le docteur Eteni Longondo. Mais pour poser un jalon à cette thématique, on peut dire que le docteur Eteni Longondo, du temps de sa splendeur en tant que ministre de ce ministère de la Santé publique, oui, était innocent, il n'avait rien détourné au sein de ce ministère. On peut dire comme ça? Je suis là avec vous, un homme libre. Si j'avais détourné, on ne ferait pas cette interview ici, je serais à Makala. Je n'ai pas détourné, c'est pourquoi que je... Mais les juges se sont moqués pratiquement du rapport de l'UGF. Comment, monsieur le journaliste, je viens de vous donner 2 cas. On vous dit, vous partez ici à Kitambo, il y a une pharmacie là-bas, vous achetez votre médicament, vous venez avec la facture, vous voulez faire la justification, et l'UGF dit, voilà, cette pharmacie n'existe pas. Par quel miracle, si ce ne sont pas des intentions maléfiques contre moi, en personne, ou si ce n'est pas dans le cadre d'un combat politique quelconque. Très bien, docteur. Des accusations de primériens comme ça, les gens qui ne vérifient pas. Je ne sais pas, monsieur le journaliste, comment toute une institution comme ça, qui se contente de réseaux pour vilipender les gens. C'est pourquoi cette institution, moi je crois qu'elle joue plutôt une contre-propagande par rapport au chef de l'État, par rapport à notre pouvoir, dans une certaine mesure. Vous, ici, vous venez de dire que moi, on m'a fait sortir par l'UDPS, parce que je suis membre de l'UDPS ou parce que je suis un proche du président de la République. Et ces agents-là de l'UGF, ils le savent. Ils disent, voilà, c'est question de les salir. Comme ça, à travers lui, on salue l'UDPS, même si on le faisait sortir, mais il est quand même sali. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont très mal choisi leur cible. Comment pouvez-vous croire que toute une institution puisse mener une enquête, qui dise une enquête solide et fondée? Mais quand vous regardez cela, vous voyez
le juge, parfois quand il voit ces enquêtes-là, il s'en moque. C'est tout simplement parce qu'on ne donne pas aux juges, selon, bon, peut-être c'est leur éthique, ils ne peuvent pas faire de parler aux journalistes tout ce qu'ils voient là-bas. Mais l'IGF, c'est parmi les institutions qui sont plébiscitées comme meilleure institution, qui travaillent très bien pour l'avancement Dans mon cas, je parle de mon cas, Eteni Longondo, ministre honoraire de la Santé, dans la gestion dans leur enquête sur la gestion de fonds de Covid, c'était une enquête échouée et une enquête politisée. J'insiste parce que vous ne pouvez pas croire aux accusations. C'est comme si c'était de petits enfants qui ont réfléchi et qui ont transmis des accusations. Très bien, merci docteur. Comme l'État n'étant pas notre compagnon, nous sommes obligés d'évoluer avec notre thématique. Voilà, à présent, nous allons parler de la diplomatie du chef de l'État face à l'insécurité, bien sûr, qui frappe notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Est de notre pays qui en souffre, mais nous avons aussi les Katanga, à Lubumbashi, où il y a des tueries comme pas possible. Nous avons Ituri et consorts. Est-ce que vous croyez que le chef de l'État est en train de jouer son rôle comme il se doit en tant que garant de bon fonctionnement pour remédier à cette situation qui frappe notre pays d'insécurité? C'est une situation malheureuse que nous avons héritée ici. Ça n'a pas commencé maintenant. Si cette situation a ressurgi, c'est parce que le chef de l'État est en train de fournir un effort pour en terminer une fois pour toutes. Nous avons trouvé une situation où il y avait de la flamme qui était cachée quelque part, mais qui devrait sortir un jour. Le Rwanda, l'Ouganda gardaient le rebelle du M23. Et de temps en temps, il nous attaquait, puis il s'est caché au Rwanda. Vous avez vu, quand le président de la République a pris le pouvoir, il a commencé par la diplomatie. Il est allé au Rwanda, il est allé en Ouganda, tout ça, pour qu'on puisse parler de la sécurité de la région, pas seulement du Congo. Il est allé aux États-Unis, il est allé partout ailleurs. Et maintenant, les gens ont déclaré que c'est le Rwanda qui nous attaque. Les gens le disent ouvertement. À l'époque, ce n'était pas ça. On défendait le Rwanda. Et au moins, le résultat aujourd'hui, les gens reconnaissent que les Nations Unies reconnaissent que c'est le Rwanda qui nous attaque. Ça, c'est un résultat positif. De deux, vous dites que c'est une situation qui nous dérange. Effectivement, c'est une situation qui nous dérange au Congo, à l'est du pays, pas seulement à Goma, pas seulement à Bukavu, mais aussi au Katanga, et ainsi de suite. Et les répercussions nous viennent jusqu'ici, à Kinshasa, à l'ouest du pays. Mais je crois qu'avec les efforts que nous sommes en train de fournir, on n'avait pas d'armée. L'armée qu'on avait était infiltrée. Et maintenant, nous sommes en train de dégager tout ça. C'est-à-dire de réformer l'armée pour que nous puissions nous battre sérieusement. Vous avez vu, depuis un certain temps, le Rwanda ne parvient plus à nous attaquer. Ils ont essayé à plusieurs reprises,
on les a repoussés. Tata Bounagana est toujours occupé jusqu'à aujourd'hui. Bounagana est toujours occupé. Parce qu'on a vu le chef de l'État faire du tour ça et là, aux États-Unis d'Amérique. Il a envoyé des gens en Russie. Tantôt, c'était l'industrie, je pense, indonésienne, comme ça, où on a vu le ministre Jean-Pierre Bemba. Il a fait aussi des visites là-bas pour chercher comment, bien sûr, approvisionner notre armée pour combattre le Rwanda. Mais, monsieur le journaliste, les Nations Unies reconnaissent bien sûr que c'est le Rwanda qui nous agresse. Reconnaître n'est pas un problème, mais passer à l'acte, donc il faut être pragmatique. Mais l'acte a déjà commencé, monsieur le journaliste. Avant, quand le Rwanda se décidait, n'est-ce pas? Se décidait, dit voilà, aujourd'hui je vais attaquer le Congo par telle ou telle autre frontière. Le Rwanda a entré directement. Mais maintenant, ils ont difficile à entrer. C'est déjà une étape positive. Bunagana est toujours occupé. Et je vous dis aujourd'hui que Bunagana sera libéré. Bunagana sera libéré. Moi, je crois que c'est plutôt beaucoup plus un problème politique parce que ces gens-là, maintenant, pensent que voilà, on ne les reconnaît pas au Congo. Et ça devient comme ça. Les pourparlers s'orientent maintenant dans ce sens-là. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'ils ont une force militaire maintenant. Non. Pourquoi ils n'avancent plus? Pourquoi ils n'avancent plus? Parce que la guerre, ce n'est pas seulement prendre une arme, commencer à te battre. Non, il y a aussi des résolutions politiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a dit cessez le feu. Nous n'attaquons plus, eux aussi n'attaquent plus. Mais malgré que eux provoquent parfois, nous attaquent, mais ils ne vont pas très loin. Ils sont cantonnés maintenant à Bunagana. Et vous verrez bientôt, dès que le problème politique sera résolu, le M23 va disparaître. Donc nous sommes en train de faire un effort à travers le président de la République pour que cette guerre puisse finir. Et je promets au peuple congolais que ça va finir un jour, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait la paix dans notre province. Voilà le problème de sécurité et tout ça. Mais malheureusement, ce problème-là a surgi pendant notre période et ça nous rend un peu la tâche difficile pour la gestion du pays. Mais la sécurité, les problèmes de sécurité sont prioritaires. On va mettre fin à ce problème-là et continuer à gérer le pays normalement. Docteur Eteni Longondo, IDPS 4 ans et demi au pouvoir, Bunagana une année et demie, toujours sous occupation des M23 avec leurs complices. Est-ce qu'aujourd'hui vous aurez un bilan à présenter à la population congolaise pour que celle-ci vous renouvelle encore la confiance pour, je dirais, la deuxième mandature du président de la République à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, et aussi à vous qui êtes membre ou candidat de l'IDPS? Nous avons un bilan, monsieur le journaliste. Nous avons un bilan qui parle de lui-même d'ailleurs. Les gens ont beaucoup apprécié le fait que le président de la République a mis en place la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est un bilan et la population apprécie. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Les enfants qui n'étudiaient pas à l'intérieur du pays, parce que là, pour trouver 1000, 2000, 5000 francs, c'est très difficile. Et imaginez-vous, les parents qui vivent au village, qui ont 5, 6, 8 enfants, les envoyer à l'école, c'était très difficile. Bon, maintenant, tous ces enfants-là vont à l'école. Je suis arrivé là-bas, moi-même, parce que je viens il y a un mois, j'étais à l'intérieur du pays. Moi-même, j'ai vécu cela. Les gens, les villageois sont venus me voir pour me féliciter par rapport à ça. Ça, c'est le premier bilan. Le deuxième bilan, c'est tout ce que le président est en train de faire ici, comme action de développement.
le salaire de fonctionnaires, le salaire de policiers. Je ne dis pas que nous avons atteint un salaire qui va satisfaire à 100% tout le monde. Ça, je ne le dis pas parce qu'il faut être honnête. Mais au moins, nous avons fait des grands pas. Nous avons fait des grands pas. Je suis allé à l'intérieur du pays. J'ai vu les retraités qui sont venus me voir parce que je ne suis plus ministre, mais j'étais dans ma chambre d'hôtel. Un matin, comme ça, je vois beaucoup de retraités et de fonctionnaires. Ils sont venus réclamer leur argent, n'est-ce pas, de retraite que le président avait ordonné pour qu'on puisse le payer. Ce sont des gens qui n'ont peut-être jamais touché les 30 millions de toute leur vie, 30 millions de francs congolais, 25 millions de francs congolais. Mais cet argent-là était sorti pour payer les retraités. Mais malheureusement, il y a des agents de paye de mauvaise foi qui commençaient à demander des rétrocessions de 10%, de 20%, tout ça. Mais papa là était très content du fait qu'ils ont reçu leur argent. Et moi, je me bats ici au niveau du gouvernement pour qu'on puisse vraiment contrôler ces processus de paye parce que les gens sont malhonnêtes, les agents de paye. Les banques, tout ça, des histoires comme ça. Comment voulez-vous que vous avez 30 millions à donner à un retraité et vous lui demandez de vous donner 15 millions? Vous lui remettez seulement 15 millions. Ce n'est pas possible. Donc tout ça, l'IGF dont vous parlez ici, au lieu de rester ici dans les réseaux sociaux, tout ça, il faut qu'il descende aussi à l'intérieur du pays pour faire des enquêtes, des histoires comme ça, pour que les gens, ces papas-là, puissent rentrer dans leurs droits. Docteur, quand nous parlons des questions sécuritaires, non seulement Bunagana M23, regardons aussi les phénomènes Mubondo dans les grands bandes. Même au Bondo, on est en train de maîtriser ces phénomènes-là. On avait maîtrisé et puis après, il y a une semaine qu'il y a eu une incursion qu'on a aussi maîtrisée. Je ne crois pas que ça prend de l'ampleur maintenant. Mais ça ne prend pas de l'ampleur. Nous sommes presque arrivés au moment des élections, puisque les élections c'est d'ici, pointe à l'horizon. N'est-ce pas que quand toutes ces zones-là sont sous, je dirais, sous ces non mais vous me parlerez, en tout cas, peut-être que Bunagana, peut-être c'est là où j'ai de craintes. Mais au Grand Katanga aussi, il y a un petit souci. Vous dites vous-même un petit souci, mais les élections vont se passer là-bas. Ce ne sont pas des incursions de grande envergure.